Furax. C'est tout simplement incroyable d'avoir réuni autant de personnes pour une cause aussi importante que les VSS. Je suis évidemment dans l'obligation de vous mettre un gros trigger warning parce que c'est un sujet qui est nécessaire, mais qui peut réveiller des douleurs. Ah là, apparemment, c'est bon, mais qui peut réveiller des douleurs chez certains et chez certaines. Et donc voilà, protégez-vous avant tout, mais vraiment, c'est un sujet qui est beaucoup trop d'actualité encore pour passer sous couvert tout ça. Et Twitch, certes, c'est du divertissement, mais c'est aussi la possibilité d'informer, d'avoir aussi une sorte de pédagogie justement par rapport à ça, que ça soit au niveau des comportements problématiques, mais également et surtout pour les victimes. Et il faut savoir que le mot victime, ce n'est pas synonyme de faiblesse. C'est un constat. Et justement, j'ai avec moi l'association Elles Imaginent pour qui on récolte justement tous ces dons. Et je ne sais pas si vous avez vu cette cagnotte, les filles. C'est fou! Écoutez, ça fait à peu près 1h30 que l'événement est lancé, qu'il y a eu un temps de parole d'à peu près 15 minutes. C'est clair. Et on est déjà à 4 883 euros. Merci, c'est fou, merci beaucoup. Énormément Merci. pour l'ensemble vraiment des dons. On le sait très bien, chaque don suffit. Ne vous mettez pas dans le rouge, s'il vous plaît, mais vous allez apprendre dès à présent pourquoi vous donnez tout cet argent. Donc je suis avec les filles d'Elles Imaginent, je vous laisse vous présenter. Merci Mama, merci pour tout, merci vraiment à tout ce stream, à tout ce qui est en train de se passer ici, c'est fou. Là je vois la cagnotte qui augmente, on n'arrive pas à y croire en fait, et vraiment vous êtes géniaux, vous êtes génial, vous êtes géniaux, c'est super. Là on est 3 psychologues de l'association Elles Imaginent. Tout au long du week-end, on va être plusieurs à passer, on va vous présenter un petit peu tout ce qu'on fait. Je vais commencer en me présentant. Donc moi je suis Sonia Pinault, je suis cofondatrice de cette association. On l'a créée avec ma collègue Julie Vella il y a 13 ans maintenant. D'ailleurs on a vraiment commencé les groupes de parole en février 2020. Donc là en fait 2023 c'est vraiment nos 13 ans. Et donc l'association Elles Imaginent, on prend en charge les femmes qui subissent des violences sexistes et sexuelles et notamment conjugales. Nous, on s'est vraiment aussi quand même intéressé à la dynamique conjugale parce qu'en fait, ça attaque les femmes dans toutes les sphères de leur vie. Ça va être finalement au niveau psychologique, physique, mais il va y avoir aussi des conséquences administratives, économiques, le logement parce qu'il faut pouvoir partir. Nous, on est sur Paris, donc en Ile-de-France, c'est très compliqué. Il y a vraiment un tas de prises en charge importantes. Après, on est vraiment toutes spécialisées sur la question des violences sexistes et sexuelles. Du coup, même dans les violences conjugales, vous savez qu'à 60% des viols, finalement, ils sont dans la sphère de l'intime et d'un couple, la plupart du temps. Et donc, on prend vraiment en charge toutes ces formes de violence. On a plusieurs dispositifs, et ça sera mes collègues qui vont continuer à vous les présenter. Mais moi, je vais vous parler un petit peu plus de l'association. Donc, on prend en charge les femmes quand elles sont victimes de violences conjugales. On les accompagne effectivement sur le plan psychologique, judiciaire. Aujourd'hui, on commence à prendre en charge aussi les enfants co-victimes. Alors, on reste une petite association. Également, oui. Exactement. Et en fait, comme on a est pas d'âge finalement pour être victime. Non, en fait, aujourd'hui, on considère que même un enfant qui ne va pas subir de maltraitance directe, en fait, d'être exposé au fait que son père violente sa mère, ça crée du psychotraumatisme, ça crée de l'insécurité et ça crée les mêmes conséquences psychotraumatiques que une personne qui reçoit les maltraitances directement. Donc nous, on n'a pas encore la possibilité pour l'instant de prendre en charge les enfants quand ils sont petits, parce qu'on reste une petite association, mais là, vous êtes en train de nous faire grandir. Et on a pouvoir faire un max de choses. Le seuil des 5 000 € de dons. Merci encore, je te laisse continuer, excuse-moi. Il n'y a pas de souci, au contraire, c'est fou. Et donc au niveau des enfants, pour l'instant, on les prend en charge à partir de 16 ans parce qu'ils sont assez autonomes pour venir nous rencontrer, demander à être aidés. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait pouvoir développer de plus en plus. Après, dans notre association, il y a aussi tout ce qui est la question de la formation. On forme les professionnels parce que nous, quand on a créé l'association avec Julie, on pensait juste créer un petit groupe de parole comme ça en se disant... il y a déjà des avocats qui prennent en charge les victimes, la loi elle est en train d'avancer, les psychologues connaissent leur travail et nous on va juste faire des groupes de parole pour du collectif en fait, pour être ensemble, pour que les femmes elles puissent échanger dans l'égalité, pas forcément d'être face à un professionnel qui connaît et qui m'explique etc. On voulait vraiment quelque chose de linéaire et de aussi c'est le symbole du féminisme en fait, se réunir entre femmes, échanger. La sororité. Exactement. Mais finalement, on s'est rendu compte que quand les femmes elles venaient nous rencontrer,
en fait, rien ne fonctionnait dans leur prise en charge. Les personnes passaient complètement à côté des violences, de l'impact que ça pouvait avoir, les culpabilisaient en fait de ne pas sortir de ces violences. Et là, on s'est dit en fait, c'est pas possible. Et donc petit à petit, on s'est mis à développer une vraie expertise qu'on a maintenant depuis 13 ans, à former les professionnels, à former toute personne qui peut rencontrer une victime de violence. Et du coup, on a vraiment une vraie expertise. Aujourd'hui, on fait des conférences, on fait un tas de trucs, mais on n'a toujours pas d'argent parce que souvent, on nous demande de venir bénévolement, gratuitement. On pense que souvent, aider les autres, le soin, les aider, c'est... on fait ça, oui, bien sûr, on fait ça avec amour, mais moi, j'ai besoin de vivre aussi. C'est ça. Et même si c'est du temps qu'on donne, même si sur Elles Imaginent, il y a énormément de bénévoles, on pourra vraiment mieux aider les personnes qui ont besoin de nous si en fait on est là, la plupart du temps à temps plein et présente. Et il y a un autre petit truc qu'on fait beaucoup aussi, c'est la prévention. Parce qu'on a un objectif à Elles Imaginent, c'est un jour en fait, je vous parle d'argent, mais un jour on veut être au chômage. Un jour on veut qu'on n'ait plus besoin de nous pour aider des victimes. Un jour on veut qu'il n'y ait plus de personnes qui subissent des violences conjugales. Donc on intervient dans les collèges, dans les lycées, dans les foyers de jeunes travailleurs, de jeunes travailleuses. Et en fait on leur propose finalement des formes de théâtre-forum. On joue des scénettes sur le contrôle dans les relations amoureuses ou des comportements sexistes, ce genre de choses. Et on travaille justement des meilleurs comportements dans les relations, des relations épanouissantes qui peuvent fonctionner. On sème de petites graines. Ça marche quand même pas mal. Et ça, c'est notre lueur d'espoir. Mais ça, c'est très très bien. Et on n'est pas toutes seules en plus. Bonjour les filles. Bonjour. Vous êtes psychologue aussi, toutes les deux, c'est ça, dans la structure. N'hésitez pas à vous présenter également. Oui. Alors, moi, je suis Alexia Bellu et je suis psychologue sur l'association depuis quelques années. Et moi, je m'appelle Laure Rénal et je suis psychologue depuis très peu de temps. Donc, très heureuse de pouvoir voir l'association s'épanouir au travers de ce genre de projet. Et oui, et justement, moi j'ai parcouru votre site. Il y a une des premières phrases qui apparaît sur vraiment sur la page d'accueil, c'est le fait que vous êtes là pour confirmer que la personne est bien dans une situation de violence, parce que je trouve qu'effectivement, et tu l'as très bien évoqué, il y a ce sentiment aujourd'hui, et malheureusement l'actualité nous le prouve trop souvent, qu'il y a un véritable manque d'écoute et qu'on a peur de se tourner vers les institutions qui devraient justement prendre en charge de manière exemplaire les témoignages, les véritables cas qui soient, même sur la présomption, voilà, au moins essayer d'aller voir, de mettre la tête dedans, parce qu'il y a absolument... il n'y a pas d'intérêt en fait à justement se dire victime, parce qu'on l'est. Et justement, moi je trouvais ça extrêmement important de mettre ce point, de confirmer, parce que combien on a entendu de personnes trouver, on va dire, normal qu'il y ait des situations de violence. Et on rappelle que les violences, elles peuvent être physiques, psychologiques, dans 100% des cas. Et ça, c'est une information que j'ai retenue, parce que c'est vrai que dès qu'il y a violence, c'est forcément psychologique. Et on le voit bien justement à travers ton exemple des enfants, avec vraiment les violences passives. Et il y avait aussi effectivement administrative et économique. Parce que ça, pareil, dire à une personne, mais sors de ton couple, vas-y, va-t'en, quitte-la, tu vois, ça ne marche pas en fait. Parce que, alors, personnellement, moi, j'ai pas un petit coffre-fort avec 200 000 euros où je peux refaire ma vie, voilà, si jamais je suis dans une situation problématique ou alors dangereuse. C'est le cas de n'importe qui, justement. Il faut vraiment avoir justement ce sentiment d'écoute, et c'est justement là où vous êtes importante, parce que c'est le point vraiment où on peine le plus. Là, au niveau des typologies de personnes que vous allez rencontrer au quotidien, voilà, vous avez tout type de typologie. Je suppose que vraiment les violences, elles sont pas stigmatisées à un profil type. J'ai vu justement qu'il y avait une étude qui avait été portée il n'y a pas très longtemps sur justement les étudiantes. Voilà, justement, que dans le cercle scolaire, toutes les violences, les VSS, donc violences sexuelles et sexistes, en fait, c'est vraiment dans une routine quotidienne. On l'a également aussi au niveau du travail, tout ça. Mais il y a cette posture justement de se dire c'est pas important. Non, il y a plus grave, on banalise beaucoup. Exactement. Et je pense que c'est effectivement ce genre de propos que vous allez avoir justement pour vraiment remettre dans le cadre les personnes, les victimes, de se dire c'est très compliqué d'assumer cette situation, mais vous êtes dans celle-ci. Et donc voilà, quels sont évidemment les aides que vous proposez vraiment en one-to-one ou alors en one-to-many. Qu'est-ce que vous mettez en place ?
Déjà, c'est hyper important ce que tu dis parce que nous, en tant qu'asso, tous les membres de l'asso, effectivement, ont ce rôle-là d'accueillir la parole, de croire, c'est hyper important, de soutenir la parole des victimes, de reconnaître aussi les violences qu'elles subissent et ensuite de faire tout un travail d'accompagnement où on va identifier les mécanismes des violences, on va pouvoir les soutenir et puis les aider aussi à y mettre fin. Donc ça, plus peut-être dans un travail d'accompagnement thérapeutique psychologique. Donc nous, on propose des suivis individuels ou des groupes de parole, donc ou même les deux en parallèle si besoin. Et justement, tu disais par rapport aux étudiants, nous on a mis en place avec les maisons des initiatives étudiantes des permanences pour justement les étudiants et étudiantes victimes de violences sexistes et sexuelles. Et depuis, oui, il y a plein de docs, hein. Il y a plein de choses. Et justement, en fait, c'est des permanences qui sont entièrement gratuites parce qu'en fait, on sait que on parlait par exemple de violence économique, que c'est quelque chose qui est aussi extrêmement compliqué pour certains d'avoir cette aide-là. Donc pour nous, c'était aussi important de pouvoir proposer quelque chose qui soit accessible pour tout le monde. Et on propose en plus depuis quelques temps des groupes de parole mensuels. Donc voilà, nous c'est toujours cette importance-là parce que du coup les victimes elles sont souvent très isolées et donc c'est important de pouvoir justement compter aussi sur ce mouvement parfois de sororité ou même de fraternité parce qu'on accueille étudiants et étudiantes. Bien sûr. De pouvoir justement qu'elles partagent en fait quelque chose qu'elles ont vécu parce qu'on n'est pas forcément alors nous on est beaucoup dans l'écoute mais en fait les groupes de parole ce qui est génial c'est aussi hyper enrichissant pour nous en tant que professionnels. On apprend encore énormément en fait de ces personnes-là et du coup cet élan souvent d'humanité qu'on peut voir dans les groupes de parole il est autant extrêmement positif pour les personnes qui y sont que pour nous aussi en tant que professionnels. Vous expliquez que vous faisiez un suivi finalement à partir du moment où vous avez une prise de contact, que la violence est avérée, je suppose qu'elle l'est toujours. Quelles sont finalement les étapes qui suivent? Donc il y a effectivement le suivi, on va dire le suivi d'entraide, le suivi psy. Est-ce qu'il y a un chemin d'étapes justement avec peut-être la mise en place d'un cercle de sécurité, prendre des numéros à mettre en avant, comment prendre contact avec la police justement. Je voyais que justement vous avez sur votre site une petite to-do avec notamment garder des preuves. Qui est très important. En fait, finalement, quelles sont les étapes, on va dire, sur un... Je sais très bien que c'est personnalisé, voilà, que chacun son cas, mais vraiment dans la ligne directrice, quelles sont les prochaines étapes à partir du moment où vous avez pris contact avec quelqu'un, où la personne a pris contact avec vous, par contre. C'est ça, c'est souvent les femmes du coup qui prennent contact avec nous, soit elles prennent contact d'elles-mêmes parce qu'elles connaissent l'association, parce que des amis de leur entourage connaissent, soit elles sont orientées par nos partenaires. On travaille beaucoup avec les assistantes sociales des secteurs, on travaille avec des associations partenaires, on travaille avec le 3919, on travaille avec En Avant Tout, toutes des associations comme ça. Qui est la plateforme d'écoute nationale pour les femmes victimes de violences. Donc on travaille avec tous ces partenaires qui nous orientent, les dames, sur l'association et elles peuvent nous contacter par mail ou par téléphone. Et ensuite, en fait, on leur propose un premier rendez-vous d'accueil où on va effectivement les accueillir, les écouter et à ce moment-là, leur donner des conseils adaptés à leur situation, à là où elles en sont. Parfois, certaines femmes viennent nous rencontrer parce qu'elles ont juste besoin de parler de violences qu'elles ont subies dans le passé, elles ont besoin d'aide pour se reconstruire, ou alors des femmes qui sont vraiment actuellement dans les violences. Et là, on va pouvoir leur donner des conseils juridiques et des aides pratiques les clés vraiment effectivement pour tout mettre en place pour la suite. Exactement. Et puis pour la fuite et puis pour partir aussi en toute sécurité, ne pas les mettre dans la précarité, ne pas les mettre en danger parce qu'on sait que les auteurs derrière peuvent aussi porter plainte, peuvent aussi... on l'a beaucoup trop vu encore une fois, c'est ça. Sans donner d'exemple, mais l'actualité tout simplement. Exactement. Et on se rend compte aussi aujourd'hui que les auteurs portent davantage plainte qu'avant et donc on doit être aussi préparé nous à tout ça et on doit pouvoir et puis en plus pour rajouter ce que tu disais sur le fait qu'on sait qu'une femme c'est pas parce qu'elle sort des violences en fait que les violences s'arrêtent et du coup c'est très important aussi pour nous qu'on soit là à ce moment-là et aussi parce qu'une femme est souvent très en danger au moment où elle sort de ses violences. Donc justement le point juridique et on a aussi des permanences avocats qu'on peut proposer, elles sont particulièrement importantes pour pouvoir les accompagner vraiment sur tout ce processus-là, tout ce qui peut suivre derrière, y compris le divorce, y compris la garde des enfants, tout ça.
Oui, exactement. La séparation, c'est une période critique, hein, on le sait. Et justement, les violences post-conjugales, aujourd'hui, elles sont hyper présentes à cause des cyberviolences. Ouais. Et donc, même nous, Exactement. on a beau parfois accompagner des femmes qui vont avoir 40, 45 ans, et ben en fait, les cyberviolences, c'est une manière de pérenniser la violence. Elle continue sur le plan économique, changer le mot de passe, s'amuser, ce genre de choses. Même du revenge porn, on en a même chez des femmes de 40, 45 ans. Enfin, c'est très présent. J'ai vu des petites questions. Oui. J'ai vu une question super intéressante. C'est Protolib, je crois, qui a écrit question bête, mais c'est pas bête du tout. C'est la question qu'il faut poser et on devrait le présenter plus souvent dans l'asso. Pourquoi des apostrophes dans le nom ? Et effectivement, il y a quelqu'un, c'est Bûcheron, je crois, qui dit singulier pluriel. Effectivement, c'est bien ça. En fait, c'est elle imagine toute seule pour s'en sortir. Et en fait, c'est la force du collectif. Donc, c'est pour ça qu'on rajoute des apostrophes pour mettre au pluriel, pour dire que c'est ensemble qu'on peut s'en sortir. Et moi, je me suis absolument pas posé la question. Donc, en plus, il y a une vraie symbolique derrière ce nom, parce qu'effectivement, quand on dit imagine, c'est effectivement le mot fuite est très important. Pareil, je pense qu'il y a cette connotation qu'on peut avoir justement négative du mot fuite, comme le mot victime. Ce ne sont pas des mots sur lesquels il faut attribuer une notion vraiment péjorative. Ce sont des états, ce sont des moyens d'aller vers un quotidien qui est sain, et ça c'est très important. Et il y a aussi quelque chose, parce que vous dites que vous accueillez les propos des femmes, mais vous avez aussi une page qui est dédiée justement au VSS pour les hommes. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que sur votre site, quand on arrive, les violences sur les hommes, il y a marqué « Soyez le bienvenu ». C'est vraiment pour dire que vous avez pris vous-même le courage, comme toutes les femmes qui le font, mais vous-même en tant qu'homme, vous avez pris le courage d'aller cliquer, et que vous n'êtes pas une page en plus dans une arborescence. Voilà, hop, vous êtes là, donc vous êtes tout aussi important que les autres personnes qui viennent nous voir. Et moi, je trouve ça vraiment très, très bien aussi de remettre dans le contexte du fait que les violences sexuelles et sexistes touchent tout le monde, et que justement il y a heureusement qu'aujourd'hui, on va dire, la masculinité est en train vraiment d'être remise en question, de se dire mais en fait tout le monde peut être victime. Et moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant de pouvoir le mettre en avant dès le départ, en disant non mais tout le monde est touché par ces violences. Et là, moi je vais évidemment parler de la question, à savoir à quoi va servir tout cet argent. Nous avons dépassé les 6 000 € d'ailleurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup vraiment de toute votre générosité. Je suis absolument désolée. On n'a pas le listing là actuellement de toutes les personnes qui donnent. Vraiment, vous vous rendez bien compte que en plus on en parlait juste avant, de se dire que c'est tellement important. Et là justement je vais poser la question, à quoi va servir cet argent ? Eh bien, justement, on a des tas de projets qu'on a du mal à mettre en place. Donc là, j'ai évoqué tout à l'heure la question des enfants co-victimes. Et les enfants co-victimes, pour nous, c'est important de commencer à les prendre en charge de plus en plus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes n'identifient pas encore assez qu'avoir vécu dans un climat de violence conjugale, finalement, ça peut avoir des conséquences graves. Donc il faut qu'on continue à communiquer dessus. Donc il y a peut-être des campagnes de sensibilisation qu'on aimerait pouvoir faire. Et après, vraiment prendre en charge, parce que ça, c'est vraiment le cœur de notre métier. Donc pouvoir les recevoir, prendre en charge. Actuellement, le groupe de parole qu'on fait pour les enfants co-victimes, c'est plutôt des personnes quand même finalement entre une trentaine d'années. Ça va de 25 à 40 ans. Et on aimerait déployer un truc un peu plus pour les ados, en fait. Mais ça prend quand même du temps. Il va falloir, les ados, il faut pouvoir quand même les rencontrer, aller à leur recherche. Donc c'est vraiment important de pouvoir mettre ça en place. Après, on a des programmes qui sont hyper importants, parce que pour nous, les femmes, l'idée c'est qu'elles sortent de tout ça. Et on a un programme qu'on appelle Estime de soi, où il y a de la réflexologie. Elles apprennent un peu l'automassage shiatsu et du théâtre pour le collectif, pour reprendre, regagner en confiance, de l'assertivité, ce genre de choses. Et ça, effectivement, c'est important. Là, on arrive à le mettre en place. Mais honnêtement, aujourd'hui, à chaque fois qu'on doit aller chercher de l'argent, c'est du temps qu'on ne dédie pas aux victimes. C'est du temps qu'on passe pas avec les personnes. C'est du temps où en fait on doit prendre des heures, que ce soit rencontrer pour 5 000 €. C'est pour ça 6 400 €, c'est juste fou. Normalement, pour le moindre euro, je dois tout justifier de A à Z. Le soutien, là, c'est hyper important.
Et vraiment, les projets, on en a vraiment tout un tas. Aujourd'hui, on a aussi... Pour nous, c'est important. On est au bout de ce projet-là, mais on a refait nos locaux. Si vous voulez, on verra pour vous passer des petites photos du local ou une petite vidéo. Parce que pour nous, c'est important que les femmes, elles se sentent bien, que ce soit un lieu chaleureux. Et vraiment, on a donné le maximum. Photos, tableaux de Frida Kahlo, des tableaux de femmes. Enfin, magnifique. Des après-midi. Si on peut vous envoyer une petite vidéo, on le fait, ça va vous donner Ouais. envie. Et il manque pour l'instant la pièce du groupe de parole, qui est beaucoup plus grande. Et là, on va essayer aussi de la décorer, faire ce qu'on peut. C'est vraiment des choses, des projets sur lesquels on essaye d'avancer. Et après, honnêtement, le cœur de notre métier, c'est quand même pouvoir justifier, enfin moi en tant que cofondatrice, quand même pouvoir payer les psychologues qui font un travail formidable. Elles sont là aujourd'hui, elles sont là samedi, elles seront là dimanche. Aujourd'hui, moi j'ai créé cette association avec Julie, mais en fait l'association c'est l'association de toutes les personnes qui sont là. Et vraiment, c'est important, le bénévolat c'est super. Je ne ferai pas cette asso sans bénévolat, mais à un moment donné, pouvoir aussi continuer à rémunérer les gens, leur donner une sécurité financière, parce qu'elles sont obligées de travailler, avoir un autre emploi à côté pour pouvoir rester à Les Imagines. Et ça, moi, ça serait vraiment mon plus beau cadeau pour elles, de pouvoir leur offrir une sécurité financière pour qu'elles aident aussi les femmes qu'elles accompagnent. Comment, en tant qu'association, je pourrais, moi, précariser les femmes? En fait, c'est pas possible. Et ça, c'est un des objectifs qu'on a également. Vous passez combien de temps, vous, à l'association? Alors, moi, je suis sur un contrat de 19 heures par semaine, qui est le plus gros contrat actuellement sur l'asso. Et pour moi, c'est 16 heures par semaine. 16 heures par semaine, donc on est quand même sur un bon gros mi-temps. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais on le cacher. Ouais, mais jamais plus. Il y a forcément des dons, enfin pas des dons, pas du tout de l'argent à sortir. Il y a des dons. Il y a forcément de l'argent à sortir pour justement continuer à faire vivre. Tu parlais justement de communication. Je travaille dans la communication et je connais les tarifs. Ne serait-ce que de l'impression, de refaire un site. On ne parle pas évidemment du BTP avec les locaux, mais moi je sais très bien que là, quand tu dis ne serait-ce que pouvoir vous déplacer lorsque vous faites des interventions, pouvoir imprimer toutes les fiches que vous faites, ça coûte un fric dingue. Je le sais, j'ai travaillé dans la communication, j'ai travaillé dans le print, je travaille actuellement dans le digital. La moindre chose, les gens qui vous diront « Ouais, mais sur Internet, ça coûte pas cher », que nenni, ça coûte extrêmement cher parce qu'évidemment, on est sur un terrain il y a tellement d'opportunités de parole que justement, les places coûtent cher pour être mises en avant. Et donc, pour avoir justement un endroit de qualité, que ça soit de manière digitale et également de manière physique, et je trouve que c'est important aussi de dire que vous êtes une association qu'on appelle de brick and mortar, à savoir que vous êtes autant en physique que sur Internet. C'est vraiment super important justement de pouvoir, mais ne serait-ce que payer l'hébergement, refaire les locaux, tout ça, parce que évidemment, c'est comme vous le disiez, votre intervention, elle ne s'arrête pas juste à l'écoute. C'est ça. Voilà, ça va beaucoup plus loin. C'est super important justement de montrer cet espace sain, de sécurité tout au long du parcours et pouvoir accueillir les personnes dans des bonnes conditions, dans un endroit où elles se disent vraiment « Waouh, c'est comme au téléphone, c'est comme sur le net. Ok, je sais que ça va bien se passer, en tout cas avec vous. » Et ça, c'est vraiment super important. C'est tellement difficile tu parlais de se dire victime. Justement, c'est tellement péjoratif de dire « Je suis victime d'eux ». Passer la porte de l'association, c'est quelque chose qui est très compliqué et donc on leur doit en fait de les accueillir du mieux possible et ça commence par les locaux. Et tu parles du site internet, j'y pense même pas moi, mais en fait notre site internet, allez-y, il est très bien, mais il commence à être vieux en réalité et c'est des choses qu'on ne pense même plus forcément. Maintenant on a un site internet, on est tranquille, mais en fait il faut pouvoir aussi se réactualiser, pouvoir aussi se réactualiser auprès du public, ce genre de choses. Et voilà, donc là effectivement on commence à avoir des contrats qui sont beaucoup plus stables et c'est vraiment mon combat depuis une année, mais en fait ça fait 10 ans que les contrats c'est 7 heures par semaine en réalité et donc là on a poussé pour avoir des contrats plus importants parce que les violences sexistes et sexuelles, on a un peu de feminist washing, enfin c'est un peu à la mode etc, mais nous on n'est pas à l'abri que tout ça recule et en fait on doit être le plus autonome possible, ça c'est vraiment important pour nous. Il y a une question qui est justement, vous vous occupez de personnes dans quelle zone géographique? Je répondrai à l'autre question. On a pas mal de questions donc, sur le... En fait, donc on est une association parisienne. On est à Paris 14e.
Moi, quand j'ai commencé, il y avait même des dames qui venaient au groupe de parole de Chartres et c'était hyper important pour nous que les personnes puissent venir de partout. Malheureusement, on a un peu, et ça aussi, ça va avec le fait de développer, d'avoir plus de postes et d'avoir plus d'espace. En fait, on a tellement de demandes qu'on pourrait avoir une liste d'attente de 2 mois, voire 4 mois pour prendre en charge les personnes. Du coup, on a dû faire un choix. C'est pas le choix le plus facile, mais comme il y a plusieurs associations quand même sur Paris et en Île-de-France, et que c'est des associations plus partenaires qui font le même travail que nous, qu'on salue, enfin voilà, vraiment super. On a dû faire le choix finalement. On prend sur Paris les arrondissements parisiens qui n'ont pas d'association. D'accord. Voilà. Ok. C'est-à-dire que par exemple dans le 18e, dans le 19e, dans le 20e, il y a des assos. Du coup, on réoriente sur ces assos-là. Et nous, on va vraiment du coup prendre plutôt tout ce qui va être du 1er au 9 et du 13 au 17 au niveau des arrondissements parisiens. Après, honnêtement, on prend aussi en charge une personne par exemple qui travaille sur Paris parce que c'est plus simple de venir sur le temps de travail pour pas que son conjoint se rende compte de ses démarches, etc. On essaye de répondre le maximum possible. En ce moment, on a un peu de place pour les groupes de parole le vendredi, donc on ouvre. Enfin, vraiment, pareil. Là, l'argent, le but pour nous, c'est que quand quelqu'un nous appelle, on lui dit mais venez demain, il n'y a pas de souci, on est là. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est la réalité. Et finalement, faire attendre 4 mois une personne dans les violences, on présentera peut-être un peu plus tout ça. Dans les violences conjugales, ça n'a aucun sens de faire attendre une personne. Il faut pouvoir vraiment répondre à la demande quand elle est présente. Donc, on a dû faire un choix. C'est une question importante. On appelle ça, nous, la sectorisation. Mais vraiment, c'est pas quelque chose qui nous fait réellement plaisir en réalité. On aimerait vraiment pouvoir... je pense, Voilà, parce que même si les autres assos ont fait tout le même travail, on se dit que quand quelqu'un nous a choisi à partir du site internet, à partir parce qu'une amie leur a parlé de nous, etc. Que la personne a fait la démarche. C'est un peu dur de dire, bah alors oui, alors après on le fait avec tout l'amour, la contenance possible, de dire, bah en fait c'est pas notre secteur, mais on va vous orienter sur nos collègues, etc. Puis après il y a des personnes qui préfèrent aller près de chez elles aussi, donc ça fonctionne. Y a pas de souci. Bien sûr, d'avoir justement un accès. Tu sais que tu avais vu une question à laquelle Oui, tu voulais j'avais vu une question de quelqu'un qui nous demandait si on participait aux manifestations de l'association, enfin du collectif Nous Toutes. Et évidemment, on est là tous les ans avec nos pancartes et en groupe. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Et là, on a justement un témoignage. Toutes ces initiatives m'ont fait prendre conscience de mes propres problèmes, notamment mon râlage en cas de refus de rapport. Il n'y a aucune intention, mais ma compagne se sentait coupable et pouvait parfois accepter sans trop avoir envie, sans ces assauts, la libération de parole et toute la pédagogie justement dont je parlais en intro. Justement, je m'en serais jamais rendu compte. Merci. Et évidemment, il y a ce constat de dire, genre ça me paraît assez évident, et justement avoir ce recul et avoir cette évolution dans la pensée, dans les actes, c'est la preuve aussi que votre temps de parole est important parce qu'il fonctionne justement, et c'est pour ça que Furax a été mis en place. C'est pour vraiment se dire qu'on a la chance d'avoir près de 2000 personnes là, qui sont devant leur écran en train de nous regarder. C'est aussi justement pour pouvoir se dire oui, ce temps d'écoute que vous avez là avec nous, c'est aussi pour vous apprendre des choses, vous faire réaliser des choses. On ne détient pas la parole universelle, mais en tout cas le peu d'informations qu'on peut vous donner, on n'hésite pas à le faire. Et en plus là, c'est pour, vous l'avez bien compris, une cause qui est exceptionnelle et malheureusement nécessaire. Je reprends tes paroles en disant que j'aimerais bien être au chômage. Voilà. Parce que ça voudrait dire tout simplement qu'il n'y a plus justement ces problématiques, que vous n'avez plus à exister, et que notamment le cycle judiciaire justement pourra justement prendre en charge les personnes sans contrainte et sans avoir des structures supplémentaires pour vraiment prendre en compte les soucis que représentent toutes les personnes victimes de violences conjugales. Et ça, c'est vraiment très très important. Vous ne pourriez pas mutualiser les coûts en ayant une seule asso au niveau administratif? Je pense que c'est une galère pas possible, que justement s'il y a cette sectorisation qui est faite, c'est justement pour pouvoir avoir un... Enfin, je prends la parole là-dessus parce que je pense que c'est pas mal. Et de dire que justement, il faut qu'il y ait un accompagnement aussi local par rapport à tout ça, parce que c'est extrêmement compliqué en fait de se dire, en fait, c'est le 39-14 39-19. 39-19, super. Alors moi, elle a un chiffre à retenir, elle se gourre, voilà. Et justement, en fait, si tu as cette plateforme de recueil qui est nationale, c'est le 39-19. Mais par rapport D'ailleurs, à ça, c'est vachement important. j'ai fait une petite bêtise. J'ai pas précisé qu'en fait, en tant qu'association, on appartient à la Fédération nationale Solidarité Femmes. Voilà.
mais ça ne concerne pas les financements. Mais par contre, justement, on met en avant les chiffres nationaux. Donc la Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est une fédération qui réunit près de 80 associations nationalement en France. Et du coup, là, on fonctionne en réseau. Par exemple, des fois, quand une femme n'est pas en sécurité parce que son compagnon ou son mari continue de la chercher, on va faire utiliser les réseaux pour la faire héberger dans une autre association. Nous, on n'a pas la possibilité, comme on est une trop petite asso, de proposer l'hébergement, mais quand on a besoin d'héberger, on sollicite le réseau. Donc ça, le partenariat, ça fonctionne. Maintenant, les finances, elles sont tellement faibles que mutualiser les financements, c'est compliqué. Et en fait, c'est juste que si on était une grosse asso, en fait, on serait beaucoup moins proche localement des personnes. Donc c'est beaucoup plus intéressant qu'il y ait plusieurs associations disponibles et qu'on fonctionne en réseau. Et dans ce réseau, il y a une association qui est hyper importante, parce que je vois que là, on aime écrire, on aime chatter. C'est En Avant Toutes. C'est une association un peu plus jeune que la nôtre et qui prend surtout en charge les jeunes femmes victimes de violences sexistes et sexuelles entre 15 et 25 ans. Et après, toute forme de violence sexiste et sexuelle, parce qu'elles sont aussi très orientées LGBT, minorité de genre, enfin vraiment, ça fonctionne très bien. Et elles ont un chat qui s'appelle commentonsame.fr. Et donc, c'est aussi un endroit où vous pouvez aller chercher un tas d'informations. C'est hyper bien fait et vous pouvez dialoguer avec une écoutante, une chatteuse, en fait, elles appellent ça, avec une chatteuse pour échanger, comprendre votre situation. Ça peut être tout et n'importe quoi, un doute sur une relation sexuelle la veille, qu'est-ce qui s'est passé, comprendre un petit peu ce genre de choses. Elles sont top, vraiment, je vous invite. C'est elles d'ailleurs qui ont travaillé sur le violentomètre pour comprendre si je vis une relation toxique ou pas. Merci pour le lien qui a été transmis sur le chat. C'est bien. Et j'ai vu passer justement Art sur Twitch qui dit que je suis suivie par l'association et notamment par Alexia. Donc voilà, et que heureusement. Je ne sais pas qui se cache derrière ce pseudo, mais, mais voilà, coucou. L'anonymat est présent. Et effectivement, je vois qu'on a le violentomètre. Alors personnellement, je ne le connaissais absolument pas. Et on a sur celle-ci vraiment une échelle justement pour voir dans quelle situation vous êtes. Et on a différents profils. Profite, ta relation est saine quand il respecte tes décisions, a confiance en toi, s'assure de ton accord. Vigilance, dit stop, il y a de la violence quand, je ne vais pas faire tous les points, encore je le dis, trigger warning, voilà, on va vraiment commencer à parler de sujets assez douloureux, savoir que la personne rabaisse tes opinions et tes projets, te manipule, est jalouse, est possessif en permanence, insiste pour que tu lui envoies des photos intimes, t'oblige à regarder des films porno. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est ça, on dit stop. Et à partir de l'échelle 16, ça va de 1 à 24. Là, à partir de 16, c'est protège-toi et demande de l'aide. Et je ne vais pas tout dire, mais parce que c'est vraiment très, très, très dur. Pète les plombs lorsque quelque chose lui déplaît. Menace de diffuser des photos intimes de toi, le revenge porn. T'oblige à avoir des relations sexuelles. Et je ne vais pas dire la dernière. Parce que Alors, où est-ce qu'on peut retrouver tout ça d'ailleurs, ces petites choses? Alors, effectivement, le violentomètre, il y a aussi un centre en Ile-de-France, on a un observatoire sur l'égalité femmes-hommes et qui travaille sur toutes ces questions de violences sexistes et sexuelles. Et vous pouvez trouver un tas d'outils aussi sur le cybersexisme. Et en fait, vous allez sur le centre Hubertine Auclair, donc, ou CHA. Et en fait, vous pouvez demander à recevoir ce genre de ressources, des posters, des informations. Vous trouvez tout ça assez facilement. Ouais, ça c'est vraiment très très important et je vous souhaite à tous et à toutes d'être dans le vert parce que vraiment le vert, ça pour le coup, s'assure de ton accord pour tout ce que vous faites ensemble, est content que tu sois épanoui, a confiance en toi, accepte tes amis avec un E, tes amis avec pas de E. Très important, ça aussi. Voilà. Ta famille, respecte tes décisions, tes désirs et tes goûts. Je vous souhaite vraiment à tous et à toutes d'être dans cette partie-là et de jamais aller là-dedans. Et si malheureusement vous vous retrouvez dans la situation justement qui démarre à partir du jaune, voilà, vous savez maintenant où vous diriger. C'est vraiment très important. Moi, j'ai eu la chance justement de ne pas subir de relations conflictuelles, de violences sexistes et sexuelles dans mes différents couples. Mais si jamais je suis témoin d'une amie, quelqu'un de la famille, comment ça se passe justement quand c'est un tiers qui va prendre contact avec vous ?
Alors on a souvent justement par mail des personnes qui nous disent avoir été témoins justement d'amis ou de la famille de types de violences et du coup le travail qu'on fait aussi, c'est pour ça que justement les bénévoles qui répondent aux mails sont juste incroyablement précieuses, c'est parce qu'en fait on essaie de leur donner un maximum justement de conseils par rapport à ça, soit parfois de leur donner, ça peut être justement le 3919 qui peut donner des informations, ça peut être aussi, on travaille beaucoup aussi sur le site internet où on a mis énormément justement d'articles pour essayer de comprendre en fait comment ça se passait. En fait, on a beaucoup d'outils justement, que ce soit le violentomètre, etc., pour essayer d'aider au maximum ces personnes-là, pour ensuite aider justement la victime. Après, bien sûr, la victime, elle peut aussi nous envoyer un mail et prendre directement contact avec nous. C'est un travail aussi qu'on peut faire, d'aider à déconstruire les violences quand la personne n'en a pas en fait totalement encore conscience. Et souvent, d'ailleurs, il y a beaucoup de victimes qui viennent nous voir et qui en fait nous parlent d'une forme de violence, souvent celles qui sont entre guillemets les moins banalisées, donc souvent violence physique, violence sexuelle. Et nous, derrière, justement, c'est aussi notre travail de pouvoir voir où est-ce qu'on peut voir d'autres formes de violence et les faire un peu conscientiser. Donc ça, c'est quelque chose dont on a l'habitude de faire. Donc, il y a une prise en charge qui est faite, que vous soyez la victime ou finalement que vous soyez un tiers qui, justement, souhaitait porter une aide à quelqu'un. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui doit être aussi dégoupillé en fait, dans la tête des gens, à savoir que si on est témoin d'une situation justement de violence, qu'on ne se dise pas la personne ne m'en a pas parlé, je ne vais pas apprendre ou autre chose. Justement, aller justement vers vous pour avoir les informations, tout ça, avoir son petit kit, de se dire que le jour où vous avez l'occasion d'en parler, voilà, vous avez déjà toutes les informations. Exactement. Et vous arrivez préparé, même si on sait très bien que ce n'est pas votre rôle, mais vous avez une action qui est potentiellement extrêmement précieuse pour la potentielle victime. N'hésitez pas, vous, justement, à aller vous renseigner pour être vraiment tout en capacité d'eux. Il y a des gens qui... comment ça s'appelle déjà ? Le brevet de secourisme. Et ben voilà, c'est la même chose. N'hésitez pas à vous renseigner là-dessus. Je vois qu'il y a une question. C'est quoi la prise en charge pour les personnes qui s'ouvrent à vous au quotidien ? Quels sont les protocoles ? On en a parlé juste avant. Pour une victime qui aurait des réminiscences et ferait une crise à 3h du mat, quand je l'espère, vous êtes tous en train de dormir. Ah d'accord. Donc autant on a parlé effectivement du process, on va dire classique de l'accompagnement, mais là, qu'en est-il de l'urgence, parce que je crois savoir que vous avez quand même des horaires d'ouverture et de fermeture. Qu'en est-il justement où vous avez une personne qui tente de vous contacter en dehors de ces horaires ? Et je me permets juste de dire, on a jusqu'à 11h. On a jusqu'à 11h. Après, on est censé partir. Mais vous êtes censé partir ? À 11h, en fait, on est censé donner la chaîne à quelqu'un d'autre. Mais on va rester. On est tranquille ici. On est bien. Vous êtes bien avec nous, vous ? Oui, on est bien. Non, mais tant que personne ne vient nous voir, on reste là. Hein. Attention. Hein. Allons-y, pardon. Alors, que se passe-t-il dans un cas, justement, où on essaie de vous contacter en dehors des horaires, oui, on va dire. Alors, nous, de toute façon, sur le message répondeur, et même on a un mail de réponse automatique où on remet toujours à chaque fois, si vous êtes en danger, contactez le 17. Enfin, vraiment, on rappelle que c'est ce genre de choses importantes. On donne aussi le numéro 3919, mais attention, le numéro 3919, c'est pas un numéro d'urgence. Mais aujourd'hui, le 3919, il est quand même ouvert 24 heures sur 24 depuis 2021 et 7 jours sur 7. Donc déjà, c'est vraiment... et après, même si la personne est dans... Parfois, il y a un sentiment d'urgence et parfois, il y a être dans l'urgence. Donc, c'est aussi ce qu'on différencie. Mais du coup, si la personne se sent en danger, c'est le 17. Là, pour le coup, nous, on ne peut pas vraiment intervenir. Ce n'est pas du tout nos missions. En revanche, l'urgence, souvent, c'est ne pas pouvoir... nos urgences à nous, c'est elle a décidé de partir. Mais finalement, elle ne peut pas rentrer chez elle ce soir et où est-ce qu'elle va dormir ? Nous, c'est ça qu'on va aussi appeler de l'urgence parce qu'elle se sent en danger. Et là, on ne va pas toujours dire allez déposer plainte ou quoi que ce soit. Et c'est là où on active notre réseau. Et donc, par exemple, en Ile-de-France, il existe 2 centres d'hébergement d'urgence ouverts 24 heures sur 24 et qui vont pouvoir, là pour le coup, tenir des permanences d'écoute et d'intégration, d'orientation pour ce genre de dispositif. Après, la limite, forcément, pour pouvoir faire de l'urgence, c'est que souvent, les femmes peuvent y être hébergées 2 semaines, renouvelables une fois, pour justement libérer la place. Bien sûr. Après, on essaye toujours au maximum de trouver des solutions plus pérennes, mais c'est important d'avoir ce genre de dispositif aussi au niveau de l'urgence. D'où, encore une fois, la force du réseau pour pouvoir intervenir. Mais attention,
Bien sûr qu'il y a des situations d'urgence, mais nous, justement, l'objectif de notre asso, c'est d'éviter ce genre de situation et de travailler aussi avec les femmes ce qu'on appelle un plan de sécurité. Je me sens en danger, où est-ce que je vais? Et ça peut faire partie des conseils aux amis, à ce genre de personnes. C'est ce que j'avais vu, moi, justement, l'espèce de kit avec un téléphone, avec une puce intégrée. Voilà, se dire que si jamais je suis en situation... Tu peux venir chez moi, tu peux aller chez quelqu'un dont la personne n'a pas l'adresse, tout ça. Et c'est ça. C'est-à-dire que si on veut soutenir une amie victime où on sent que ça va pas dans sa relation, elle habite avec son copain et il y a quelque chose qui va pas, on reste disponible, on reste présent. Même si elle est encore avec lui et que vous comprenez pas, c'est un gros lourd, en plus ça se voit qu'il est violent, vous restez présent pour elle, vous restez disponible en lui disant écoute, effectivement, moi je me fais du souci pour toi. Et parce qu'en fait, une des premières violences, c'est l'isolement. Et du coup, si nous on participe à cet isolement en disant en fait je comprends pas pourquoi tu restes avec lui et en fait ça me donne plus envie de venir te voir, en fait ça participe à l'isolement, ça participe aux violences. Bien sûr, je n'aime pas te voir dans cet état, je vais t'éviter à présent. Et lui terrible, il prend beaucoup plus de poids, lui il prend beaucoup plus de place et il va pouvoir dire tu vois tes amis en fait, il n'y a que sur moi que tu peux compter. Et en fait ça va encore plus ficeler la relation. En tant qu'ami, je vais plutôt dire écoute, à n'importe quelle heure, tu viens chez moi. Et surtout, le mieux, c'est même qu'elle puisse laisser chez vous, elle puisse laisser chez toi un sac avec un peu d'argent liquide qu'elle aura mis de côté, des papiers importants, une clé USB, voilà, tous ces papiers importants, quelques vêtements de rechange. S'il y a des enfants, un petit doudou en double pour l'enfant, ce genre de choses, un chargeur de téléphone, voilà, en tout cas, parce que comme ça, si jamais il y a une situation de crise, si elle doit partir pieds nus parce qu'il est 2h du mat', elle sait qu'elle retrouvera quelque chose quelque part. Et nous, ce qu'on travaille, on en parlera tout à l'heure, on a une autre table ronde sur les conséquences psychologiques et on va parler du psychotraumatisme tout à l'heure. C'est hyper important, hyper intéressant. Et donc nous, en fait, en tant que professionnels, on sait que quand on est en danger, on ne pense pas à fuir. C'est la sidération. Je suis sûre que vous connaissez toutes et tous ce genre de choses. On le développera tout à l'heure. Nous, en fait, on leur apprend que fuir, ça doit être la réaction instinctive en cas de danger. Et on travaille ça. Et en fait, pour fuir, faut savoir où aller. Parce que quand on est chez soi, c'est pas l'extérieur qui est la sécurité. Donc ça, c'est vraiment important. C'est des choses qu'on travaille avec elle. Et vraiment, notre objectif, c'est qu'elle n'ait pas à se retrouver dans ce genre de situation. Que ce soit au conjoint violent qui quitte le domicile, légalement, par rapport à la loi, qu'elle conserve le domicile, qu'il ait une interdiction d'approcher. Et c'est pour ça qu'on travaille essentiellement avec des avocates aussi, du barreau de Paris et des psychologues experts sur tous ces points. On voit beaucoup de réactions dans le chat, merci encore. Et puis je rappelle juste qu'on est à 7 600 €. Allez. Merci. En 2 heures, on a déjà vraiment, mais alors pété tous les scores. Merci encore. J'ai vu quelqu'un justement qui disait que en tant que garçon, il aurait aimé avoir justement ces prises de parole que vous avez au collège, tout ça, et que il a dû se former lui-même. Donc merci d'exister là-dessus. Et c'est vrai que toute intervention, parce que ce sont vraiment des questions, même si on ne se dit pas non, je ne vais pas effectuer la chose, je ne vais pas être l'agresseur, mais juste de pouvoir se dire si on est témoin de quelque chose, hop, je connais déjà les clés. On a également quelqu'un qui nous pose une question. Je connais un homme proche qui a été victime de violence. On rappelle que justement Elle Imagine accueille également les écoutes pour les hommes. Il n'y a absolument aucun genre associé aux victimes par son ex-conjointe. Aujourd'hui, il est suivi, mais il garde une marque forte de ce trauma. Savez-vous s'il peut se tourner vers les associations féministes pour parler de son vécu ou s'il doit se tourner vers d'autres types d'associations, comme le planning familial? Eh bien, Elles Imaginent. Alors justement, on a créé, avec En Avant Tout, on a créé une permanence spécifique qu'on a appelée plutôt LBTQ+, et minorité de genre, et où du coup on peut prendre en charge, l'idée c'est un peu de cibler, de flécher un petit peu, d'aider le public à comprendre qu'on est complètement ouverte sur la question des différences au niveau des couples, que ce soit hétérosexualité, homosexualité, la question de la transidentité, et que du coup on va pouvoir vraiment travailler sur cette question-là. Après nous on va vraiment cibler sur la question plutôt des violences sexistes et sexuelles, et plutôt précisément violences conjugales, puisque c'est plutôt notre expertise.
sûr. Et là, il y a un projet en cours, parce qu'on se rend compte que cette permanence, elle existe. Donc, on reçoit à Paris 6e, à la fameuse Cité Audacieuse. Donc ça, on vous redonnera aussi peut-être l'info. Donc, on y est le jeudi, et c'est vraiment spécifique pour justement la question des femmes victimes de violences conjugales en couple lesbien ou des minorités de genre. Et c'est avec En Avant Toutes. Et du coup, on est le jeudi essentiellement entre 15h et 17h. Spontané, vous pouvez venir sans rendez-vous vous présenter ou demander effectivement à rencontrer quelqu'un. Vous retrouvez les infos, je ne sais pas si elles sont certainement sur notre site internet, ou vous les retrouvez aussi sur la page facilement d'En Avant Toutes. Il faut des sous pour les mettre en ligne. Beaucoup plus, on va les mettre en ligne. Eh bien oui, il y a du travail à faire. C'est récent, hein, ça fait effectivement une grosse année et demie qu'on l'a mis en place. Et l'autre aspect, justement, on se rend compte que les gens, c'est important cette question, les gens ne viennent pas à nous directement, ne viennent pas à nous facilement. Et donc là, on est en train d'essayer de créer un module avec le Centre d'information des droits des femmes et des familles, qui a une permanence spécifique aussi LGBT et qui est vraiment fléchée et identifiée. Et on est en train d'essayer en fait de créer un module pour aller former les associations des communautés LGBT à la question des violences conjugales, pour que déjà sur place, ils puissent avoir cette identification et ensuite une réorientation sur nous un peu plus contenue et qu'on soit un petit peu plus visible. Mais ça, je ne vous l'apprends pas, c'est tout un combat, c'est des choses à continuer à mettre en avant et que les personnes puissent vraiment finalement identifier qu'on peut aussi vivre ce genre de violence. Oui, bien sûr. On a tout simplement Sarah qui me dit: est-il possible de devenir bénévole de cette association, la vôtre? Comment on fait pour justement vous contacter pour devenir bénévole? Vous avez une section dans votre site? Alors oui, donc on a sur le site internet, alors le truc c'est que sur le site internet on a mis parfois qu'on fonctionne par session de recrutement, mais n'hésitez pas à nous contacter, c'est accueil@elsimagines.fr. N'hésitez pas à dire où vous nous avez trouvé, ce que vous avez envie de faire. Actuellement, effectivement, tout ce qui est un peu communication, levée de fonds, peut-être plus, on verra. Peut-être plus, mais c'est des choses sur maintenant. lesquelles on a besoin. Donc n'hésitez pas à nous dire votre motivation, vos projets, ce que vous avez envie de faire. Après, c'est vrai que sur Elles Imaginent, on tient quand même à rester quand même très professionnel par rapport aux personnes qu'on accompagne. Et c'est vrai que le recrutement même bénévole, il est un petit peu... Enfin, il y a plusieurs étapes quand même. C'est un véritable recrutement en même temps. C'est vu important l'importance, justement, la nécessité des actions que vous menez, c'est normal aussi d'être extrêmement rigoureux, autant dans l'action que dans le recrutement, forcément. C'est tout à fait logique. Et après, par contre, quand vous êtes dans l'asso, en général, on essaye de vous garder un peu à vie. Enfin, en tout cas, on aime bien vraiment que ça soit dans la régularité. Mais on a des bénévoles. On a une psychologue qui est là depuis le début, depuis 2010. On a une bénévole qui est là aussi depuis 13 ans. Il y a vraiment plein de personnes qui sont là depuis très longtemps. Donc c'est vrai que je pense qu'on s'y sent bien et c'est important de pouvoir avoir des personnes qui ont envie d'aider, de soutenir et de donner. Et plus finalement on le fait dans la durée, plus on devient aussi expert de la cause. Je vois justement, il y a Rufus qui nous dit: perso, j'ai d'immenses difficultés à sensibiliser les gens autour de moi sur les VSS. J'ai tendance à me mettre dans des colères noires et à être invective dès que je repère des mécanismes de violence et ou d'oppression. Et du coup, aucun dialogue n'est possible. Je n'arrive pas à servir la cause que je défends. Comment faire pour se faire écouter et sensibiliser efficacement celles qui ne le sont pas? Est-ce qu'on se redirige directement vers vous, ou alors est-ce que justement les particuliers peuvent venir vous voir et se faire former entre grosses guillemets sur justement les bons codants justement à mettre en avant pour sensibiliser? Je pense déjà ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit, et c'est très intéressant, parler de l'injonction à l'éducation, tu n'as aucune obligation à le faire, c'est tout à fait légitime de t'énerver. Oui, c'est normal en fait que parfois on soit énervé par ce qu'on entend, et on a souvent cette injonction en effet à éduquer. Ce qui est génial, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'associations, je pense notamment à Nous Toutes, qui tout à l'heure va faire justement une formation sur les violences sexistes et sexuelles, qui vont donner aussi parfois des clés en fait de compréhension des mécanismes de la violence. Et du coup, plus on a cette compréhension-là aussi nous-mêmes, plus c'est facile en fait à la fois d'aider les personnes à pouvoir se déconstruire. Nous, je ne pense pas que, de mémoire, je ne crois pas qu'on propose de formation tout public. Pas encore, non. Ouais, c'est souvent Okay. Nous, on fait beaucoup professionnel, ouais. Mais Nous Toutes le fait, ouais. D'accord. Ouais. Tout à l'heure, il y a une formation et du coup, sincèrement, n'hésitez pas. Tout à l'heure, il y a une formation justement pour répondre à ta question, Rufus.
Oui, il y a ça. Et puis après, bien sûr, sur notre site internet, vous pouvez trouver déjà pas mal d'outils qui peuvent vous aider. Il est très complet le site. Il est très très complet. Il faut beaucoup de sous. Bon, allez, ça y est, j'arrête là-dessus. Non, vas-y, continue, excuse-moi. Non, c'est juste que j'ai mon petit câble là qui fait ça, pas de souci. Mais oui, de toute façon, le site est extrêmement complet justement pour avoir toutes les premières clés justement. Mais après, c'est vrai qu'au niveau de la formation, vous l'avez dit, c'est toujours bien aussi de consacrer ce temps à des endroits qui vont pouvoir facilement diffuser l'information sur une plus large portée. Pour autant, comme tu le disais, c'est pas parce que, enfin voilà, l'injonction à l'éducation, c'est vrai c'est important et qu'on peut très bien être en colère, frustré, complètement désemparé par une situation là-dessus et qu'on ne se sente pas justement avoir les bons mots, les bons mouvements pour faire prendre conscience à la personne. Et c'est là où justement peut-être que le réflexe, se dire, écoute, moi, en l'état, je peux rien dire parce que ça me met dans un état pas possible, mais redirige-toi vers des associations sans pour autant prendre contact directement. Va sur le site, essaye de te procurer le violentomètre parce que peut-être que tu vas te retrouver directement dans le jaune ou dans l'orange, j'espère pas le rouge. Mais voilà, enfin vraiment, c'est vrai que ne serait-ce que cette portée, vous faire prendre conscience qu'elles imaginent, l'association existe, c'est déjà quelque chose qui est super important parce que vous savez déjà, vous avez j'ai un endroit clé justement où je peux rediriger quelqu'un. Et voilà, exactement. Au moins vous savez que vous voulez bien faire. Vous avez déjà fait énormément parce qu'en allant sur ce point d'atterrissage qu'est le site de l'association, là-dessus, vous avez vraiment donné le maximum des clés là-dessus, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait aussi, c'est normal d'avoir beaucoup ce sentiment d'impuissance quand on se retrouve face à ces situations-là. Et si on est des professionnels aussi formés, c'est parce que nous, ce sentiment d'impuissance, par nos compétences qu'on a et par le fait qu'on se forme de manière continuelle, ça nous permet aussi de pouvoir y apporter une réponse qui soit concrète. Ouais. Donc au-delà de l'énervement, au-delà aussi de la culpabilisation de ne pas réussir à aider la personne. On a justement un sentiment de culpabilité qui est remonté sur justement un cas de violence conjugale qui n'a pas été détecté. Alors, de ce que j'ai cru comprendre, c'est très difficile de détecter justement, et que c'est à partir du moment où il y a où on est devant le flagrant délit, voilà, que là bah oui, effectivement il y a quelque chose, ou alors quand la victime justement s'adresse à nous, c'est là où justement on peut enclencher la chose. Oui. Puis il y a le mécanisme d'emprise aussi qui fait que effectivement c'est très difficile pour l'entourage d'avoir accès à ce qui se passe au sein du couple parfois. Et justement, je pense que c'est quelque chose qu'on va reprendre aussi tout à l'heure au niveau des conséquences psychologiques sur les victimes. Ça pourra peut-être aider certains à identifier certains mécanismes, certaines conséquences, certaines manifestations de l'emprise et du psychotraumatisme. Et vous êtes combien dans l'association justement ? Que ce soit sur le terrain ou en ligne ? Alors, en fait, parce que j'ai vu aussi une question par rapport aux bénévoles, c'est vrai qu'on a tendance à prioriser quand même de pouvoir se rencontrer et de travailler ensemble, même si finalement on est souvent quand même sur des réunions en visio ou qu'on se croise pas tout le temps. On n'est pas Discord. J'ai essayé de m'y mettre pour organiser Furax, j'ai pas réussi. Nous, on est très WhatsApp. On doit avoir à peu près une trentaine, voire cinquantaine de groupes WhatsApp où on bosse un petit peu tous les projets en fonction des Discord, personnes. c'est très bien pour ça, justement. Mais quand le pas sera fait sur Discord, ça va être merveilleux. On va peut-être y venir, mais là, pour l'instant... On fera une formation. On va voir. Et donc, Elles Imaginent, c'est aujourd'hui un peu moins d'une dizaine de salariés, puisqu'on en a 2 en congé parental qui prennent leur temps pour revenir. Donc actuellement, on est 8 salariés, essentiellement des psychologues. On a aussi une éducatrice spécialisée et une juriste. Et après, c'est beaucoup de bénévoles. Et donc, au niveau des bénévoles, en comptant les avocates du barreau de Paris, on est quand même sur une trentaine de bénévoles, et donc avec les salariés, on est quand même une quarantaine de personnes. Après, c'est des missions un peu différentes. Par exemple, on a l'écoute téléphonique. Donc l'écoute téléphonique, c'est 3 heures par semaine ou 3 heures toutes les 2 semaines où les écoutantes vont vraiment prendre le temps de répondre aux messages qui ont été laissés dans la semaine, d'échanger, d'orienter la personne, parfois de faire juste un premier entretien, même au téléphone. Il n'y a pas forcément besoin ensuite d'orienter sur l'association. On a aussi des personnes qui traitent les mails de manière journalière. Donc après, la plupart du temps, nous-mêmes, on continue à le faire en tant que salariés ou psychologues. C'est important vraiment d'être aussi au cœur de la demande pour pouvoir ensuite placer les rendez-vous, se rendre disponible. Et après, on a tout ce qui va être levée de fonds. Flore, viens là pour la levée de fonds. Viens te montrer. Coucou.
C'est bon, Ah, comme tu c'est veux, il vide. n'y a pas de souci. Bah voilà, donc on a aussi les pas personnes. cet effet passe-plat justement C'est ça. qui est fait. Ouais. Voilà, on a aussi les personnes qui vont vraiment nous aider sur des missions un peu plus annexes sans forcément accompagner les victimes parce que ces personnes, elles ont 35 heures, beaucoup de travail. Oui. Et du coup, elles viennent nous soutenir et nous aider pour ce genre de mission, comme aussi la communication. Bien sûr. Je vois, vous avez vu cet énorme chiffre. Non. On est à 8 000 € déjà. Merci beaucoup. Merci vraiment énormément là-dessus. Et vous parlez depuis tout à l'heure parce que, encore une fois, je n'ai pas le programme en tête, mais à quelle heure on vous retrouve et quel jour? C'est tout à l'heure à 13h. À 13h, Ouais. mais voilà, c'est très bien. C'est 13h. Super, super. Les filles, écoutez, on n'a toujours pas. Est-ce que c'est le moment où il faut qu'on y aille? Tu penses? Ouais. Mais elles attendent voilà. depuis tout à l'heure. Mais voilà, moi je suis là, j'en ai aucun problème. Voilà. Les filles, merci. Merci à toi. énormément. Merci à Vous toi. avez vu pourquoi vous donnez des dons, pourquoi justement aussi la cause. L'association qui est représentée ici par ces trois nanas qui sont incroyables, qui mettent tout leur cœur à cette magnifique cause, exactement. Let's go. Wouh, let's go. Merci. J'ai soulevé de la fonte. Rien que pour ce moment. Merci beaucoup à tout le monde.